même démarrer pour pas prendre trop de retard. On fera rentrer les retardataires éventuels. Bonjour à tous. Anne Flatteau des Échos. Bonjour. Et Christian Langevin de Quam Content Intelligence. Donc aujourd'hui, on va parler de sémantique, intelligence artificielle pour mieux exploiter les contenus éditoriaux. Donc je vais passer rapidement sur une présentation générale de ce que fait Quam et on gardera la moitié du temps pour que Anne vous présente ce qui a été réalisé aux Échos. Donc Quam, c'est une PME on va dire des données textuelles, des documents, des moteurs de recherche et de l'analyse sémantique. On connaît une société française basée à Paris avec une antenne en région PACA et on s'est développé au-delà du secteur de la presse maintenant sur un peu tous les secteurs industriels avec trois familles de solutions, de l'analyse et d'exploitation de données textuelles grâce à une solution sémantique IA qu'on a développée qui s'appelle le traitement du langage naturel, qui a pas mal de cas d'usage que je survolerai, mais on s'attardera aux cas d'usage qu'il y a dans la presse et les médias. On a une plateforme de surveillance web et de surveillance des réseaux sociaux. Et le cœur de ce qu'on va présenter aujourd'hui, on a une plateforme de moteur de recherche de gestion documentaire, notamment avec une verticale dédiée à la presse et les médias. Nos solutions s'exploitent en SaaS ou on-premise sur l'infrastructure du client. Voilà. Donc on est pas mal installé dans pas mal de grands comptes et si on parle des médias, eh bien le groupe Figaro, le groupe Reworld Media, anciennement Mondadori, les Échos, Radio France, le Parisien, le groupe Bayard, Ouest France et un certain nombre d'autres. Voilà. Donc je vais vous parler de notre solution IA sémantique, donc qui sert à 4 grandes fonctions. C'est l'exploitation le plus automatisée possible des contenus documentaires, leur valorisation. Alors valorisation, ça veut dire je vais mieux y accéder, je vais mieux les gérer, ils vont mieux être utilisables par les utilisateurs, notamment les utilisateurs finaux qui notamment en travail à distance ont besoin d'outils digitaux plus performants et ça se décline en analyse et moteur de recherche. Alors s'il y en a qui veulent creuser la partie technique, je pourrais vous donner quelques détails après coup, parce que dans le traitement du langage naturel, il y a 3 familles de technologies. Donc nous, on combine les 3, qui sont la sémantique pour expliquer, c'est les règles de grammaire et le vocabulaire. Le vocabulaire est quelque chose de compliqué à construire, donc on a des outils à partir de notre plateforme de crawl web pour calculer des termes intéressants, et ça a une utilité notamment pour les médias parce que dès qu'il y a de l'actualité, il y a plein de mots-clés, on va appeler ça plutôt que n-grammes, référents qui rentrent dans le référentiel, et on a des outils de deep learning et machine learning pour le calcul de contexte et maximiser la pertinence de ce qu'on trouve. Voilà. Donc il y a plusieurs familles d'usages. La famille d'usage de base, c'est de générer des métadonnées. Donc des métadonnées, si vous avez un article, on va prendre des exemples presse, soit un article, un document. Historiquement, il y avait plein de processus pour le ranger, mettre des mots-clés, etc. Ces processus ont quasiment disparu dans tous les grands comptes, n'ont pas forcément été remplacés par des systèmes, et donc c'est ce qu'on appelle le bazar informationnel dans les grands comptes. Donc il faut générer ces métadonnées pour avoir plus de valeur ajoutée et mieux les gérer dans les processus ultérieurs. Donc ça aussi, on parle d'extraction d'informations. Donc ça, c'est des relations de plus haut niveau, du genre quelqu'un a passé un contrat ou a acheté une pièce qui se retrouve dans des documents. Quand vous voulez aller plus loin que les mots-clés, dans ce qu'on appelle les relations, ça sert dans l'analyse de données. Donc là, beaucoup d'analyse de contrats, d'investigation numérique pour trouver dans des boîtes mail des contrats qui auraient pu sortir ou des tarifs, voilà. Ça se décline très souvent en moteur de recherche que nous on qualifie de contextuel sémantique, et on a aussi une approche autour des résumés automatiques pour les documents longs. Donc ça concerne pas trop la presse, mais c'est une demande qu'il y a dans les... Alors c'est quoi comprendre un document avec de la sémantique et de l'IA? On le voit là, c'est que je sais que Géopost c'est une société, La Poste aussi, que livraison de colis c'est un sujet, etc. Donc ça, c'est une machine qui passe sur le document et qui trouve tout ça, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on trouve? Ce qu'on appelle les entités nommées, c'est-à-dire des noms de sociétés, de personnes, de lieux, des autres entités qu'on peut intégrer qui dépendent de votre métier, qui vont être dans la pharma, des noms de médicaments,
dans le militaire des noms d'avions, etc., de matériel. Pareil sur les concepts qui sont la thématique. Et pareil sur les relations. Donc on a les relations standards, genre une société rachète une société partenaire. Et on a des relations sur mesure qu'on développe pour les clients. Telle pièce a causé telle anomalie parce qu'elle est tombée en panne. Voilà. Et sentiment, c'est sur les avis clients. Voilà. Et donc tout ça, l'intérêt de notre solution, c'est que elle est livrée en standard. Il y a déjà un vocabulaire général qui correspond peu ou prou à celui de l'actualité et des médias, qui est livré, qui est déjà dans la solution. Donc vous n'avez pas à le créer vous-même, vous avez juste à l'adapter et à faire des petites adaptations qui sont plus larges quand on est dans la documentation technique, mais qui, dans tous les cas, quand on a des documents très techniques, c'est des différents modules d'IA qui vont dire ça je connais pas, ça c'est important, et qui vont donner la main à l'humain, enfin à l'administrateur, pour valider effectivement ce que l'IA a trouvé et le rentrer dans le modèle général. Voilà. Donc là, notre savoir-faire, c'est de s'adapter facilement et rapidement au contexte sans qu'on soit dans un projet de tunnel data qui va durer des mois ou des années. Donc c'est géré via un back-office qui s'appelle gestionnaire d'ontologie. Et l'autre point, c'est qu'on met à jour les référentiels. On analyse 100 000 infos jours avec notre plateforme de crawl. Donc, quand il va y avoir, quand il y a eu l'épidémie de Covid, le mot Covid est rentré dans le référentiel alors qu'il existait nulle part. Et vaccination, campagne de vaccination, tout ça, ça rentre. Sinon, il faudrait le rentrer à la main. Voilà. Donc, ça permet d'automatiser le processus documentaire de organisation, caractérisation des documents, de façon et de gagner en productivité. Donc en mode SaaS, comme on a vu, et donc c'est utile dès que vous avez du volume. Si vous avez un article par jour, notre solution vous servira à rien. Mais dès que vous avez un flux important et que vous n'avez pas trop de personnel, ce qui est le cas aujourd'hui sur cette approche-là, ça devient indispensable pour organiser vos contenus. Donc c'est de la performance et de la productivité. Et donc ce qu'on vous livre effectivement, c'est des ontologies standards intégrer une personnalisation, un back-office, et vous devenez autonome. Et donc, les usages, comme je l'ai dit, c'est API et métadonnées, tableau de bord pour le pilotage, moteur de recherche qui est le livrable, et on se dit aussi pour certaines applications, exporter les données pour d'autres usages. Voilà. Alors, à quoi ça sert ces technologies? Il y a 3 familles d'applications que je vais passer en revue, et après, on zoomera sur les médias. C'est qui sont une sous-partie de la gestion et valorisation de contenu, c'est que vous avez des documents partout dans toutes les organisations, et il faut mieux les générer, il faut savoir ce qu'il y a dans les référentiels, donc ça s'appelle la gouvernance des données. Donc là, il y a une banque qui nous a dit j'ai 500 000 clients dans une région, et en fait, on ne sait pas si dans les contrats, dans les fiches clients, il y a les contrats de prêt attachés, il y a les feuilles de salaire, il y a les avis d'imposition, tout ce que vous faites quand vous faites un prêt. Donc on passe la base client, et nous, si la pièce attachée, c'est scan 001, ce qui est souvent envoyé par le client, nous, on sait que c'est l'avis d'imposition, on sait que c'est le contrat de prêt, etc. Donc, ça permet d'avoir une validation des données, parce que réglementairement, vous êtes obligé d'avoir ces données. Et ça se transforme ou pas en moteur de recherche. On a la même chose. Donc, le moteur de recherche, il y a tous les documents peuvent se prêter à un moteur de recherche avec un module de traitement du langage naturel. Donc, nous, on utilise l'infrastructure qui s'appelle Elasticsearch, avec qui on est activement couplé. Donc, vous achetez que la surcouche de traitement du langage naturel, vous achetez pas l'infrastructure qui est open source. Donc ça fait des projets avec des coûts raisonnables sur la partie moteur. Et ensuite de ça, vous avez d'autres cas d'usage qui sont autour de l'analyse du web en masse. Donc ça, c'est un combiné avec nos outils de crawl. Et quand les gens veulent, là, pour une banque, on analyse 2 millions d'infos web par mois autour des fusions-acquisitions, ce genre de choses. Médias et contenu numérique, j'y viendrai. Ensuite, l'autre cas d'usage, c'est ce qu'on appelle l'analyse de données. Donc ça, c'est souvent lié à des analyses de contrats, de risques, donc c'est pas le sujet ici, ou de boîte email, de gestion de réclamation et surtout de compliance, conformité. Donc c'est pas le sujet ici, vous aurez la présentation. Et ensuite, il y a l'analyse de verbatim. Verbatim, c'est tout ce qui est produit dans les humains. Donc vous avez toutes les enquêtes clients où les gens qui font de la relation client sont en train de revenir de la notation par étoile parce que plus personne n'y répond. Donc c'est ce qu'on appelle la gestion des commentaires et des questions ouvertes. D'accord? Donc ça existe dans les avis clients et dans les enquêtes RH. Donc on a fait plusieurs enquêtes RH
qu'on appelle qualité de vie au travail ou paramètres sociaux dans les grands comptes qui ont 100 000 contributeurs qui vont répondre à 15 questions et pour analyser ça. Et on a la même chose dans les CV, profils et candidatures et offres d'emploi. Et en fait, il y a 2 derniers cas d'usage dans les verbatims, c'est les enquêtes et débats. QUAM avait été retenu pour analyser le grand débat national et les 5 millions de verbatims il y a 2 ans. Et il y a les remontées terrain dans les usines, quand les personnes voient des incidents, qu'elles prennent une photo avec leur téléphone, qu'elles mettent un SMS et que ça part dans une plateforme pour alerter d'événements. Alors, si on zoome sur les médias, les cas d'usage dans les médias, il y a notamment la génération de métadonnées ou l'enrichissement sémantique, peu importe comment on l'appelle, pour les systèmes éditoriaux. Donc, nos systèmes peuvent se brancher avec n'importe quel système éditorial. Donc, le principe dans les systèmes éditoriaux, il est très simple. Au moment où le journaliste, l'éditeur, peu importe qui c'est, va publier un article, ça envoie le document, l'article à notre API qui retourne des mots-clés. On verra quelques exemples. Donc, ça sert notamment quand on fait de la reprise d'archives. On intègre aussi un OCR. Donc, quand vous récupérez des vieilles archives, vous n'allez pas tout indexer à la main. Voilà. Ça permet, du coup, comme les documents, les articles sont très bien renseignés, ça permet de faire des stories automatiques, comme on dit dans les médias, des dossiers, parce que les documents sont tagués. Si vous voulez tous les documents qui parlent de Macron et de la campagne présidentielle, vous pouvez les lier entre eux. Donc, c'est ce qu'on appelle le rebond ou la recommandation. Et pour les front office, les clients qui avaient des équipes qui faisaient le SEO s'aperçoivent que ils mettaient jamais forcément les bons mots-clés, ou surtout ils en mettaient pas assez. Et donc là, vous pouvez multiplier les mots-clés que vous exposez sur votre site internet pour augmenter le référencement Google. Donc ça, c'est la partie juste utilisation des métadonnées. Et après, on le transforme quasiment tout le temps dans les médias en moteur de recherche et de navigation pour donner la main, justement, avec un moteur adapté aux utilisateurs finaux où ils deviennent autonomes. Anne en parlera, parce que dans les médias, c'est généralement la demande. Il faut que les utilisateurs, les journalistes soient autonomes. Voilà, il y a d'autres activités, d'autres fonctions qui se greffent. Par exemple, la recommandation intertitre, donc pas dans le groupe, dans des groupes de médias où il y a multititres, on peut faire des liens entre articles automatiquement pour voir ce qu'il y a eu dans tel titre et faire un dossier sur une personne, un sujet, sans avoir à aller chercher dans les bases différentes. Ça se fait par ce qu'on appelle de la recommandation intertitre, voilà, ou de la classification automatique. Il y a d'autres choses qu'on commence à faire, c'est qu'il y a de plus en plus de podcasts qu'on veut lier. Donc, on peut faire de la transcription soit avec une solution qu'on a intégrée suivant le niveau de qualité qu'on veut, qui est une solution open source qu'on a tuné, soit avec des solutions partenaires. Et donc, du coup, c'est de transformer ça et éventuellement de faire un article automatique, puisqu'on va résumer la vidéo qui peut faire 5 à 10 minutes. Voilà. Et du coup, en faire un article, voilà, on a des discussions avec Radio France là-dessus, qui ne sait pas faire de lien entre ses podcasts et ses publications, et ses articles ou ses interviews, et qui veut faire ça. Voilà, et puis ça peut aussi se brancher avec ce coordonnées avec l'hybridation de données, avec de l'intégration de flux web. On a par exemple le groupe de dépêche AEF et APM News dans le médical, et AEF c'est dans l'éducation, la sécurité, les RH, où ils font des liens à partir de leurs articles, ils référencent des informations web qu'on a captées, qu'on a taguées. Donc quand ils disent machin a dit à l'occasion de la conférence bidule, eh bien, il y a un lien qui leur a été amené quasiment directement, qui permet au client, quand il reçoit la dépêche, de cliquer sur le lien et de voir dans quel contexte et sur la page web telle personne a fait cette référence. Voilà. Donc, je vais donner la parole à Anne, qui va vous expliquer ce qu'on a fait aux Échos. Bonjour. Alors nous, on a fait un projet avec QUAM qui a démarré en 2019, mi-année 2019, et qui s'est terminé juste avant le premier confinement, donc début 2020. C'était une grande chance parce que on a eu des outils qui ont permis à tout le monde de travailler à distance dans de très bonnes conditions. On avait historiquement, une base qui s'appelait Basis, qui était un outil assez performant en termes de recherche, mais qui était très lourd et qui était plus suivi, qui n'était plus facilement
facile à mettre à jour. Donc, on s'est orienté sur une solution qu'on voulait à la fois orientée web, orientée utilisateur, ergonomique, et surtout pour les documentalistes des Échos, de pouvoir être vraiment très autonome sur toutes les actions qu'on faisait sur cette base. Bon, les fonctions d'import, les fonctions d'export, les fonctions d'administration, les fonctions d'administration des référentiels, la réalisation de produits de documentaires électroniques, tout ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Donc voilà, aujourd'hui les Échos, on travaille donc évidemment à la documentation pour le journal Les Échos et pour toutes les autres publications satellites des Échos qui sont Série Limitée, Lettres Capital Finance, Investir, le supplément du week-end. J'espère que je n'en oublie pas. Donc voilà, c'est aujourd'hui les Échos, c'est 150 articles par jour qui rentrent dans le système. Je parle juste du quotidien. En volumétrie, parce que Christian parlait tout à l'heure de l'importance des volumes, on a à peu près 100 000 articles par an qui rentrent dans notre base de données, dont la moitié sont nos propres contenus, mais aussi l'autre partie, ce sont des contenus avec des sites partenaires, notamment une grande partie de la PQHN avec lesquels on échange nos flux de production d'articles. La base actuelle, elle comprend un petit peu moins de 3 millions d'articles, donc ça commence à être un beau fond, et l'historique des Échos remonte à 91, donc on a tous les articles des Échos depuis 91. Voilà un petit peu pour les données globales. Après, sous la slide, on va parler c'est un peu ça, c'est les grandes fonctions. Alors, les grandes fonctions, on a réussi à faire avec ce que je tiens à souligner, c'est très sincère, c'est une solution qui est facile à mettre en place et qui est très ergonomique. C'est-à-dire qu'on a travaillé en mode agile, c'est assez facile, et on a pu faire, on prend une solution qui est préformatée, mais on a pu y ajouter toute notre petite personnalisation dès lors qu'on ne part pas dans des grands projets complètement en dehors de ce que propose la société Quam, ce qui permet d'avoir un outil complètement configuré avec nos fonctionnalités, nos besoins. On a pu faire notamment une homepage d'accès à notre base où on peut proposer des produits, soumettre des articles aux journalistes, leur faire des produits documentaires en ligne. Si on parle des fonctions de recherche, on va peut-être les faire dans l'ordre, les fonctions de recherche. C'est donc pour les documentalistes un formulaire détaillé, pour les journalistes un formulaire plus simplifié mais avec des possibilités d'affinage de recherche, de constitution de panier, de constitution d'alerte, de veille, avec à la fois l'accès au XML, l'accès au PDF. Donc c'est vraiment un outil qui est très très souple. Nous les documentalistes, enfin mes documentalistes en tout cas, se sont adaptés très très rapidement à l'outil parce qu'on a économisé en fait des opérations qu'on faisait sur de multi-supports auparavant, et là tout est intégré dans la même solution. Après la recherche, vraiment on a effectivement des fonctions d'administration, de gestion documentaire. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'est pouvoir faire des dossiers documentaires, de pouvoir faire de réindexer. Alors on utilise aussi, j'en ai pas encore parlé, mais l'outil de catégorisation automatique de Quam, on a intégré dans notre solution. Ça, c'était dans un deuxième temps. On l'a pas fait dans la première version du projet. Il y avait la migration Basis qui avait... Ouais, la migration, on avait migré toutes nos données et le calendrier était assez chargé. C'est vrai. Et donc la catégorisation qui permet aujourd'hui, on utilise donc la partie thématique, la partie entité nommée, la partie similarité entre articles qui est disponible à l'intérieur de notre base, c'est-à-dire qu'un article peut être associé un ou plusieurs articles. Voilà. Et sur la partie, si je reviens juste sur la partie administration, pour la catégorisation, on a un petit outil qui permet de mettre à jour nos propres référentiels qui sont couplés avec la solution automatique de Quam, ce qui permet, en croisant les deux techniques, d'avoir une catégorisation optimisée qui correspond à nos besoins documentaires. Vous avez très bien résumé ça. Voilà. C'est parce qu'en fait, pour que la solution soit à la fois économiquement viable et administrable, il faut à la fois un référentiel générique que nous on fournit, mais chaque client ne voit pas l'économie de la même façon, ne voit pas la politique de la même façon, donc il y a forcément de l'adaptation. Et la complexité, c'est d'arriver à trouver le juste milieu entre les deux. Voilà. Parce que
Donc avec une souplesse, on a tous nos contenus des Échos arrivent catégorisés, sortent du système, enfin sont catégorisés automatiquement dans le système éditorial. En partie pour les flux web, ça c'est en cours, je crois encore. Sur la partie print, il y a une catégorisation qui est faite automatiquement à l'entrée dans la base documentaire, donc ça s'appelle Eureka. Et nous, on a juste à aller derrière checker que ce qui a été posé automatiquement corresponde aux besoins qu'on peut en avoir ensuite. Alors nos besoins, nous, c'est surtout pour l'affinage de la recherche. C'est pas forcément les mêmes usages que ceux dont vont avoir besoin les sites en matière de SEO. Donc nous on fait voilà, le système qu'on a mis en place nous permet d'avoir une catégorisation à minima, mais pas trop riche non plus pour pas charger inutilement nos articles. Alors ça c'est effectivement avec la même solution vous pouvez dériver deux usages, un usage où il y a plein de métadonnées, où il peut y avoir 50 dans un article que vous avez utilisé pour le SEO. Par contre, dans votre base d'archives et pour le moteur documentaire, on va garder que les top 10, top 15, j'en sais rien. Oui, parce que nous, on utilise beaucoup la fonction full text en recherche. Et avec, on a mis l'accent sur les entités nommées, les personnalités, sur une ontologie thématique qui nous est propre, qu'on a définie pour nous et qui est assez petite, puisqu'elle ne fait que 300 mots, je crois. Voilà, qu'on a même, alors elle, on l'a couplé, ça c'était un procédé qu'on avait utilisé avec un ancien système, c'était de cette ontologie thématique, elle est associée à du vocabulaire. Donc on a associé des mots à des thèmes, on a fourni Aquam qui se base là-dessus pour pouvoir mettre en priorité nos thématiques avant leurs thématiques sur les articles qu'ils indexent. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut coupler les référentiels existants chez le client qui vont être prioritaires par rapport à nos référentiels. Ce qui fait que c'est comme ça aussi qu'on peut avoir plusieurs sorties, puisqu'on va dire, si ça a matché la catégorisation automatique, ça a matché le thésaurus ou le référentiel, ça a un niveau de priorité. Si ça l'a pas matché, c'est peut-être pour les SEO. Donc on peut piloter la gouvernance de métadonnées qu'on va faire, parce que suivant les usages, vous n'avez pas besoin du même volume. En fait. Absolument. Voilà, donc ça c'est un point important. Juste un point technique qu'a souligné Anne au début, c'est que nous, on est une solution progicielle, donc vous avez tout le socle qui est une solution qui est en opération chez 60-70 clients, et dans la presse et les médias, c'est une quinzaine. Donc, c'est pas un développement spécifique qui va coûter une fortune, donc vous n'aurez pas forcément les résultats, et donc c'est une solution éprouvée qui se déploie. Alors, quand il y a juste, là, il y avait pas mal de sujets, mais quand il y a juste, par exemple, faire l'ingénierie d'une archive, ça c'est quelques semaines. Donc c'est pas forcément, c'est des projets de semaines. Alors peut-être sur les enjeux. Alors les enjeux, c'était donc que nos journalistes soient de plus en plus autonomes sur les outils qu'on leur propose. Alors ils avaient une certaine habitude avec l'ancienne base qui était assez basique. Mais voilà, on essaye. Alors ils ont eu on n'a pas eu le temps de beaucoup les former avant le confinement, donc ça a été un peu difficile. Donc on a fait beaucoup de formations en ligne. Mais voilà, petit à petit, ça rentre dans leurs usages. Ils commencent à se servir des fonctionnalités, notamment toute la richesse qu'on peut leur proposer dans l'offre de produits documentaires sur la première page, et l'utilisation des recherches par facette. Voilà. Ouais. Donc, après, comme il y a beaucoup de fonctionnalités, c'est vrai qu'ils en est passé pour eux d'un outil où il n'y avait pas grand-chose à un outil où il y a beaucoup. Et comme tout journaliste qui se respecte, il a très peu de temps à consacrer à tout ça. Donc, on essaye d'orienter sur des mini-formations pour pouvoir leur proposer toutes les fonctionnalités. Et en général, quand ils les connaissent, ils sont contents. Voilà. Un point important, c'est le traitement en continu. Voilà, alors le traitement en continu, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de flux qui arrivent donc tous les jours pour alimenter cette base de données. Elle est alimentée en continu toute la journée, toutes les 10 minutes, à chaque fois qu'il y a un nouveau flux qui arrive sur le serveur. Il est intégré à la base documentaire. On a un minimum, je dirais, entre 10 et 15 flux par jour, et les jours de parution des hebdomadaires, ça peut monter à 20-25 flux différents qui arrivent. Donc, voilà, dès qu'il y a des flux qui arrivent, on a un système qui nous présente les flux, on a une petite alerte, et on peut traiter les flux au fur et à mesure, les valider, les sélectionner et les intégrer directement dans la base documentaire pour les rendre immédiatement les mettre immédiatement à disposition des journalistes. Là, l'intérêt de la solution, c'est que en amont, il y a une plateforme d'agrégation, ce qui fait que
c'est transparent et il n'y a pas besoin d'administration technique. On va pas chercher les flux, ils arrivent. Ils arrivent. Ils sont programmés, on les a même. Il y a une possibilité de dire pour chacun des flux ce qu'on veut comme traitement dessus, c'est-à-dire on les indexe, on les catégorise, on les catégorise pas, on prend pas les petits articles ou on les prend. On a pu le faire titre par titre, de pouvoir chaque flux qui rentre est déjà pré-balisé, on va dire, pour les documentalistes qui peuvent ensuite décider de conserver, de ne pas conserver ces articles, d'y consacrer. D'avoir on a mis des codes couleurs, un code couleur qui peut leur indiquer qu'il faut une indexation supplémentaire toute particulière sur un type d'article en fonction de la rubrique, en fonction de sa taille, etc. Donc non, c'est vraiment ça a permis de lisser notre activité vraiment tout au fil de l'eau. Ça, c'est vraiment très appréciable. C'est pas du tout ce qu'on avait auparavant. On pouvait travailler que on avait nos flux qui arrivaient soit le matin, soit en début d'après-midi, et c'était tout. Donc il fallait s'organiser en fonction de l'arrivée des flux, alors que là, voilà, ça se fait vraiment au fil de l'eau. L'autre point là, c'est que il n'y a pas besoin d'administration technique. Non. C'est piloté directement par les métiers qui effectivement n'ont pas besoin de faire appel à un informaticien s'il y a quelque chose qui n'arrive pas. Voilà, ça, on est à 90% autonome sur l'outil. Voilà. Et de la même façon, on gère les exports aussi. C'était aussi important pour nous. Ah oui, c'était de pouvoir générer les exports à la demande, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'exports de flux, parce qu'on réexporte des PDF pour des plateformes kiosques, on exporte des flux XML avec des partenaires, et c'était de pouvoir, une grande partie est automatisée, c'est-à-dire qu'ils rentrent, ils sortent tout seuls, mais une partie, on doit le faire nous, on décrète à quel moment le flux est valide, notamment pour les échos, une fois qu'il s'est passé par les mains des documentalistes, et on a la main sur ces exports, et on peut réexporter autant de fois qu'on veut s'il y a eu un problème. Enfin, on est vraiment 100% autonome sur toute cette partie-là aussi. Voilà, alors le dernier point, on en a un petit peu parlé, c'est la partie IA et ontologie, c'est qu'on voit qu'on peut utiliser. Donc il y a deux modules en fait dans la solution des échos. Il y a la partie enrichissement sémantique, catégorisation, et il y a la partie moteur de recherche et son front office. Dans des environnements où il y a plus de titres, des services différents, des filiales, on peut utiliser le même système avec des variantes pour alimenter les différentes plateformes, les différents outils de publication, parce qu'il y a des groupes qui fonctionnent qui ont racheté, donc on s'aperçoit qu'il y a 5 ou 6 systèmes éditoriaux qui coexistent dans le groupe. Vous pouvez au moins harmoniser les référentiels avec ces variantes, parce que si vous avez des publications dans l'automobile ou des magazines télé, vous pouvez dimensionner tout ça. Et dernier point, avant de passer aux questions, on l'a déjà un peu dit, c'est que c'est des solutions progicielles. Voilà, vous n'avez pas de risque que ça marche pas et que vous rentiez dans un projet tunnel qui va jamais voir le jour, ce qui existe. Certains ont fait, voilà. Donc c'est une solution pérenne et sûre qui est maintenue, qui évolue. C'est vrai. Puisque nous on a 60 clients avec ces solutions, même un peu plus maintenant, et dont une quinzaine dans les médias. Donc, on demande à nos clients qu'est-ce qu'ils veulent voir. Donc, il y a une amélioration continue, puisqu'on est dans des sujets qui ne demandent qu'à grandir. Voilà. Mais écoutez, on a passé la demi-heure, donc je propose qu'on fasse les questions. Bon, je vais peut-être donner un début. Alors pour l'instant, c'est pas prévu comme ça, mais c'est vrai que nous, c'est plus nos contenus après qui sont qu'on peut proposer, et ça, on a d'autres équipes qui s'occupent de ces sujets-là, de pouvoir après on peut imaginer que ce sont nos flux qui ressortent de Qwam pour aller alimenter les systèmes. Ça fait partie des exports dont je parlais tout à l'heure, mais après de mettre la plateforme elle-même à disposition. Non, ça pourrait exister. Alors c'est-à-dire que les front office grand public dans les grands médias fonctionnent souvent de façon séparée. Il y a des prestataires spécialisés. Donc, ce qu'on fait, en fait, donc on peut le voir au Figaro, parce qu'ils ont mis dans leur front office qui fonctionne sur une autre plateforme, ils récupèrent toutes les métadonnées qu'on a produites et elles sont disponibles dans le front office. Donc, nous, c'est pas notre. Alors, en fait, ils sont sur une plateforme Elasticsearch aussi, mais ils récupèrent nos métadonnées pour changer donner des expériences de recherche plus riches. Voilà, donc, en fait, les flux ont été enrichis par nous et après, à l'export, ils repartent vers la plateforme, on va dire, grand public, qui est gérée dans une autre instance. Mais on pourrait le mettre en grand public aussi.
Après, ça dépend de ce qu'on appelle grand public, parce qu'il y a plein d'autres contraintes publicitaires et autres que nous, on gère pas. Donc, on préfère exporter. Oui, alors nous, on a des applications en B2B qui sont ouvertes au grand public B2B. Voilà, exactement. Parce qu'après, c'est un problème d'infrastructure. Voilà. Est-ce que l'outil serait adapté dans le cadre de migration d'un site qui aujourd'hui est très mal classifié dans l'arborescence, qui n'a pas été respecté au départ, et à catégoriser à combien d'arborescence? Bah, c'est très fréquent comme parce que quand il y a de la reprise d'archives, en général, c'est un peu le bazar, je vais dire. Donc, on prend l'ensemble des contenus, on le met dans l'ontologie générale, on voit ce que ça donne, et à partir de là, vous allez décider dans des ateliers avec nous, comment vous allez réorganiser, parce que vous allez voir exactement, vous allez avoir une vision panoramique, notamment avec les tableaux de bord, de ce qu'il y a exactement dans votre base, avec notre référentiel général. Donc, à partir de notre référentiel général, vous allez voir que vous allez avoir, je sais pas, énormément de choses dans la finance. Donc, vous allez dire, je vais faire des sous-parties dans la finance. Vous allez voir que vous aviez une catégorie, je sais pas moi, sport, et en fait, vous avez rien. Voilà, donc ça vous permet, on récupère les fichiers XML ou JSON ou autres, on met tout ça dans nos outils, c'est prévu, et on fait une première étape qui est la cartographie de votre contenu, et après on peut rebâtir et faire évoluer l'ontologie générale pour faire le système de classement qui est adapté à vous. Tout à fait, ouais. Alors, oui, on a, nous, une énorme bibliothèque où il y a plusieurs millions de termes référencés, donc des entreprises, des personnes, etc. On a déjà 15 secteurs thématiques, je sais pas, business, finance, éducation, transport, défense, sécurité, enfin, je sais pas exactement, enfin, je peux pas vous lister les 15. Donc, il y a déjà un premier référentiel sémantique, et on a un moteur qui va dire, il y a beaucoup de termes dans telle sous-partie, etc. Donc, vous allez avoir une cartographie, c'est ce qu'on fait sur toutes les reprises d'archives, hein. Voilà. Oui, c'est un univers généraliste média. Et quand, imaginons que vous êtes, je sais pas dans quel domaine, si vous êtes sur un contenu hyper technique, d'accord, je sais pas moi, biologie, je sais pas quoi, cellulaire, à ce moment-là, pour renforcer notre générique, on va aller crawler des sites de biologie cellulaire et on va calculer des n-grammes des termes pour renforcer la spécificité. Parce que nous, on maintient un générique qui est vaste, mais le monde est très vaste, donc le générique s'arrêterait pas. Donc, à un moment donné, si on a un sujet, là, on a des sujets dans le domaine du transport par rail, donc on allait scroller des sites sur les réparations de bogies, etc. Bon, on avait déjà des termes associés à cette thématique. Voilà, mais on va renforcer notre thématique générale sur votre cas d'usage pour vous générer du vocabulaire que vous n'ayez pas fait à la main. Et aussi, on sait récupérer des listes open data qui peuvent exister. Mais on préfère le crawl parce que souvent les listes référentielles existantes sont vieillissantes. Voilà. Donc, alors que le crawl sur une thématique, une cinquantaine de sites, on a fait sur les contrats d'assurance. Je sais pas, il y a des centaines de typologies de contrats d'assurance. On a crawlé des sites d'assureurs et on a trouvé plein de typologies de contrats d'assurance qu'on n'avait pas dans notre référentiel général et c'est assez rapide en fait. Voilà. Ouais. Nous, on peut vous dire, voilà, moi, ce qui sort de mes mots-clés, enfin, de l'enrichissement sémantique que j'ai fait, et on a un autre outil qui calcule les mots-clés qui montent sur Internet, etc. Donc, on peut faire une priorisation avec ça. Parce que nous, on analyse, on crawl 2 millions d'infos jour dans le monde entier, en France, à peu près 200 000, et on en analyse en France 30 ou 40 000, puisqu'on analyse pour nos calculateurs de n-grammes environ 100 000 par jour. Donc, on sait que, je sais pas, là, le mot-clé Valérie Pécresse, il a fait une courbe comme ça depuis quelques jours. Voilà, donc ça, après, nous, on va pas prendre de décision de ce que vous allez utiliser. Nous, on va dire, dans notre base de crawl, l'entité nommée Valérie Pécresse, elle a fait ça, Ukraine, elle a fait ça, voilà. Alors nous, on est sur les mots-clés. Le linking, nous, on fait pas. Ça, on considère que c'est un autre métier. Les opérateurs qui font du linking sur la sémantique, ils ne savent pas faire grand-chose, en fait. Hein. Je ne vous cache pas moi ce qu'ils font. Comme m'a dit un de nos clients dans les médias, quand je vais voir l'équipe SEO, j'ai l'impression d'aller voir
le grand marabout dans un village qui fait une espèce de mixture et qui dit ça c'est la potion magique et en fait il n'y a pas beaucoup de science. Voilà. Oui. Alors, là, on est en train de mettre en place un petit module qui va être complètement transparent parce que chez nous, on avait demandé le système qui précédait que les journalistes valident les mots-clés qui sont soumis par l'automate, en fait. À chaque article, l'article ne pouvait pas être enregistré tant qu'ils n'avaient pas cette option de validation. Donc, on s'est rendu compte assez rapidement. Je sais pas, comme je ne vais pas travailler sur ce projet-là, ce qui a été décidé sur ce qui est en cours. En tout cas, il y aura déjà un process de catégorisation au niveau de l'article qui sera soumis ou non aux journalistes. Et ensuite, l'outil de recherche proprement documentaire, il n'est pas dans Swing. C'est une autre adresse, c'est un autre outil, c'est une autre plateforme. C'est les mêmes que ceux de l'anthologie qui est gérée par la documentation. Oui. Ouais. Exactement. Voilà. En fait, le référentiel, il est unique. Voilà. Alors, par exemple, au Figaro, ils passent, on est branché sur Eidos quand ils sont en train de prévalider, je ne sais pas exactement dans l'étape, parce qu'il y a quand même besoin, je crois, pour des raisons de contrat interne, qu'il y a l'action du journaliste qui valide. Donc, le circuit est un peu différent En fait, on a fait des applications Figaro parce que ça s'est pas fait au même moment, mais c'est le même référentiel qui indexe, donc vous avez une homogénéité de ce qui est fait en fait. Voilà. C'est ça un des intérêts de la solution, c'est qu'elle est à la fois intégrée avec notre moteur et notre gestion documentaire, elle est indépendante avec son API. Voilà, donc vous l'utilisez et on a un client multititre qui utilise notre gestion documentaire, mais là il a racheté d'autres titres, donc on va brancher l'API directement sur le système de publishing et on fera la partie documentaire et reprise d'archives qui est pour les plus lourds dans un deuxième temps parce qu'il faut que les équipes soient disponibles, qu'il y ait un budget aussi, etc. On a encore la place pour 3 minutes s'il y a d'autres questions. C'est terminé pour les questions. Donc on est sur... s'il y a des questions plus confidentielles, vous pouvez nous venir me voir. On est aussi dans la première allée, un peu au milieu pour vous donner plus de détails si vous avez des projets particuliers. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie. Vous recevrez la présentation. Plus on a un livre blanc qui explique un peu et qui démythifie l'IA, la sémantique, tout ça, parce qu'on lit beaucoup de bêtises dans... Je ne vais pas dire dans les médias, mais sur Internet. Enfin, dans des publications pas sérieuses, on lit pas mal de bêtises, ça c'est sûr. Voilà. Donc on vous enverra ça, où il y a des témoignages de clients, un point de vue d'expert, des experts français de l'IA qui vous donne des informations là-dessus. Je vous remercie. À très bientôt. Merci. Bonne journée. Au revoir.